Bonjour, bienvenue sur La Bonne Morgane. J'espère que vous allez bien. Je reprends la lecture aujourd'hui d'une chambre à soie de Virginia Woolf. Voilà, c'est une matinée d'automne. Il fait beau, mais il y a du vent. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop, ainsi que les sirènes qui retentissent de temps en temps. Très bien, donc je commence tout de suite, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre écoute. Chapitre 6. Le jour suivant, la lumière d'une matinée d'octobre tombait en flèches poussiéreuses à travers les fenêtres sans rideaux et le bruit confus de la circulation montait de la rue. Londres était alors en train de se remonter de nouveau. L'usine était en mouvement, les machines se remettaient au travail. Il était tentant, après tant de lectures, de regarder par la fenêtre et de voir ce que faisait Londres en cette matinée du 26 octobre 1928. Et que faisait Londres ? Personne, semblait-il, ne lisait Antoine et Cléopâtre. Londres était entièrement indifférent, c'était visible, aux pièces de Shakespeare. Nul ne se souciait le moins du monde, et cela n'est pas un blâme, de l'avenir du roman, de la mort de la poésie et du développement, grâce à la femme moyenne, d'un style de prose qui l'exprime tout entière. Si des opinions sur l'un de ces sujets avaient été inscrites à la craie sur le trottoir, personne ne se serait arrêté pour les lire. L'indifférence des pieds qui se hâtaient les aurait effacés en une demi-heure. Voici qu'arriva un garçon de course, une femme avec un chien en laisse. Le charme des rues de Londres provient de ce que jamais deux personnes n'y sont semblables. Chacun y paraît comme limité par ses propres affaires. Il y avait des gens pratiques avec leurs petits sacs. Il y avait des hommes traînant bruyamment leurs cannes le long des rails et des trams. Il y avait ces affables personnages à qui les rues servent de club, qui saluent des hommes dans des charrettes et donnent des renseignements sans en être priés. Il y avait aussi des enterrements, devant lesquels les hommes, se souvenant soudain du provisoire de leur propre corps, se découvraient. Puis un monsieur, des plus distingués, descendit lentement les marches d'une maison et s'arrêta pour éviter d'entrer en collision avec une dame tumultueuse qui, d'une façon ou d'une autre, avait acquis un splendide manteau de fourrure et un bouquet de violettes de Parme. Tous ils paraissaient absorbés en eux-mêmes, occupés de leurs propres affaires. C'est alors, comme il arrive souvent à Londres, qu'il y eut une accalmie complète, un arrêt de la circulation. Personne ne descendit la rue, personne ne passa. Une feuille unique se détacha d'un platane au bout de la rue et dans cet arrêt, dans ce suspense, tomba. Ce fut, en quelque sorte, comme la chute d'un signal indiquant certaines forces cachées et des choses auxquelles on n'avait pas prêté attention jusque-là. Ce signal semblait pointer vers un fleuve qui coulait, invisible, contournant le coin, descendant la rue, s'emparant des gens, les entraînant dans ses remous comme la rivière d'Oxbridge l'avait fait du jeune étudiant dans son canot et des feuilles mortes. Le voici qui portait d'un côté de la rue à l'autre, en diagonale, une jeune fille chaussée de cuir verni, puis un jeune homme vêtu d'un pardessus marron. Il entraîna aussi un taxi, et il rassembla le tout exactement sous ma fenêtre. La jeune fille et le jeune homme s'arrêtèrent, et ils entrèrent dans le taxi. Le taxi s'éloigna comme s'il eût été entraîné ailleurs par le courant. Ce spectacle est des plus banals. Ce qui était étrange, c'était l'ordre rythmique dont mon imagination l'avait enrichi et le fait que ce spectacle banal de deux personnes entrant dans un taxi ait eu le pouvoir de me communiquer un peu de la satisfaction manifestée par ces personnes. Le spectacle de deux personnes qui descendent d'une rue, puis se rencontrent au coin de deux rues, semble alléger l'esprit de quelques tensions, me dis-je, regardant le taxi tourner puis disparaître. Peut-être le fait de penser, comme je viens de le faire en ces 2 journées, à un sexe comme entièrement différent de l'autre, constitue-t-il un effort, met-il un obstacle à l'unité de l'esprit ? L'effort venait de casser, et l'unité avait été rétablie par la vue de ces 2 personnes se rejoignant et entrant dans un taxi.
L'esprit est certainement un organe des plus mystérieux, pensais-je, en me retirant de la fenêtre. Un organe dont nous ignorons tout, bien que nous dépendions totalement de lui. Pourquoi ai-je le sentiment qu'il y a des séparations et des oppositions dans l'esprit, comme il y a dans le corps des tendances diverses qui proviennent des causes précises? Je me mis à méditer sur ce qu'on peut bien entendre par unité de l'esprit. Il va de soi que l'esprit a un si grand pouvoir de se concentrer sur n'importe quel point, à n'importe quel moment, qu'il semble ne pas posséder un état qui lui soit propre. Il peut par exemple se séparer des gens de la rue et se concevoir comme en dehors d'eux, comme penché à une fenêtre en train de regarder les autres d'en haut. Ou bien, il peut penser en commun avec d'autres gens, spontanément, comme lorsque, par exemple, l'on est mêlé à une foule dans l'attente de nouvelles qui vont être lues à haute voix. Il peut penser à travers des aïeux ou aïeuls, ainsi que le fait une femme. Je l'ai déjà dit, lorsqu'elle écrit. D'autre part, lorsqu'on est une femme, on est souvent étonné de voir sa conscience se scinder soudain. Mettons, quand on descend en Whitehall et passer de son état d'héritière naturelle de notre civilisation à celui tout opposé, d'éléments qui lui est extérieur, étranger, hostile. Certes, l'esprit change constamment son point focal et place l'univers dans diverses perspectives. Mais certains de ces états d'esprit semblent, même lorsqu'ils sont adoptés spontanément, moins confortables que d'autres. Afin d'assurer notre propre continuité à travers ces divers états, nous refoulons sans cesse, inconsciemment, certaines choses, et à la longue, cet effort devient pénible. Mais il est possible d'imaginer un état d'esprit qui permettrait d'assurer sans peine la continuité de la personnalité. Parce que dans cet état, on n'aurait rien à refouler. Et je viens peut-être de connaître un tel état d'esprit, pensais-je, m'éloignant de la fenêtre. Car lorsque je vis le couple entrer dans le taxi, il est certain que mon esprit eut l'impression de se trouver de nouveau rassemblé comme dans une fusion naturelle après avoir été divisé. La raison évidente de ce sentiment proviendrait de ce qu'il est naturel que les sexes coopèrent. Nous avons un penchant profond, bien qu'irrationnel, pour la théorie qui soutient que l'union de l'homme et de la femme est favorable à la plus grande satisfaction, au plus total bonheur de l'un et de l'autre. Mais le spectacle de ces deux personnes entrant dans un taxi et le contentement que ce spectacle me causa me fit me demander s'il existe deux sexes dans l'ordre spirituel correspondant aux deux sexes dans l'ordre physique, si ces deux sexes d'esprit demandent eux aussi à être réunis pour atteindre au contentement et au bonheur parfait. Et je continuais par jeu à ébaucher un plan de l'âme tel qu'en chacun de nous domine deux forces, l'une masculine, l'autre féminine. Et dans le cerveau de l'homme a la prédominance sur la femme, et dans le cerveau de la femme a la prédominance sur l'homme. L'état normal et satisfaisant est celui où les deux sexes vivent en harmonie et coopèrent dans l'ordre spirituel. Dans un homme, qui est un homme, la partie féminine du cerveau doit néanmoins jouer son rôle. Et de même faut-il qu'une femme soit en rapport avec l'homme qui est en elle. C'est peut-être cela que Coleridge voulait dire quand il écrivit qu'un grand esprit est androgyne. C'est quand cette fusion a lieu que l'esprit est pleinement fertilisé et peut faire usage de toutes ses facultés. Peut-être un esprit purement masculin est-il incapable de création, et de même qu'un esprit purement féminin, pensais-je. Mais il serait bon que, m'arrêtant quelque peu et parcourant un livre ou deux, je vérifie ce qu'on a voulu dire par homme-femme et réciproquement par femme-homme. Coleridge, certainement, n'entendait pas quand il déclara qu'un grand esprit est androgyne, que cet esprit est en particulier raccord avec les femmes, qu'il se consacre à leur cause et se fait leur interprète dévoué. Peut-être l'esprit androgyne est-il moins apte à faire ces distinctions que l'esprit unisexué. Peut-être Coleridge a-t-il voulu dire qu'un esprit androgyne est résonnant et poreux.
qu'il transmet directement l'émotion, qu'il est naturellement créateur, incandescent et indivisible. En fait, on en revient à l'esprit de Shakespeare comme étant le type de l'androgyne, de l'esprit masculin-féminin, et cela bien qu'il nous soit impossible de dire ce que Shakespeare pensait des femmes. Et s'il est vrai que c'est l'un des signes de l'esprit pleinement développé que de ne pas penser au sexe comme à une chose séparée et particulière, reconnaissons qu'il est plus difficile que jamais d'atteindre aujourd'hui à ce mode de pensée. J'arrivais alors devant les livres d'auteurs vivants et m'arrêtais, me demandant si ce que je venais de constater n'était pas à l'origine de quelque chose qui m'avait longtemps intriguée. Aucune époque ne posséda jamais une conscience aussi aiguë du sexe que la nôtre. Les innombrables livres du British Museum, écrits par des hommes sur les femmes, en portent témoignage. La campagne des suffragettes est certainement responsable de cet état de fait. Elle a dû éveiller chez les hommes un extraordinaire désir d'affirmation d'eux-mêmes. Elle a dû les inciter à accentuer leur particularité d'homme, leur caractère distinctif, ce à quoi ils n'auraient pas pensé s'ils n'y avaient pas été provoqués. Et quand on est provoqué, fût-ce par quelques femmes en bonnet noir, on réagit avec quelque excès si l'on n'a jamais auparavant été provoqué. Voici peut-être l'explication de certaines des caractéristiques que je me souviens avoir trouvées ici, pensais-je, prenant un nouveau roman de M.A., qui est dans la force de l'âge et dont il semble que les critiques pensent grand bien. J'ouvris ce livre. Vraiment, relire un livre écrit par un homme était merveilleux. Il était ce livre, si direct, si dénué de détours comparé aux œuvres des femmes. Il révélait une si grande liberté d'esprit, une si grande liberté de l'individu, une si grande confiance en soi. On ressentait une sorte de bien-être physique en présence de cet esprit bien nourri, bien élevé, libre, qui n'avait jamais été brimé ou contrecarré et qui, depuis sa naissance, avait eu pleine licence de se déployer dans les directions qui lui plaisaient. Tout cela est admirable, mais après que j'eus lu un chapitre ou deux, une ombre sembla s'étendre en travers de la page. C'était une barre droite, sombre, une ombre ayant quelque peu la forme d'un « i ». Je me mis à regarder de tous côtés pour tâcher d'avoir un aperçu du paysage caché par cette « i ». Cette « i » était-il un arbre ou une femme en train de marcher? Je n'en savais rien. Mais j'étais toujours ramenée vers cette lettre. Je commençais à être fatiguée de cette « i ». Ce n'est pas que cette « i » ne fût pas très respectable. Ne fut un très respectable « i ». Honnête. Trop mignon. Il y a un petit chien. Trop mignon. Ah non, il n'y a pas de problème. Il est très mignon. Il n'a pas encore le rappel, le malin. Et... Ah, il vous a pourri votre vidéo, là, désolé. Ah non, il n'y a pas de problème. Bonne journée. Bonne journée également. J'en étais à ce très respectable i. Donc, ce n'est pas que cette i ne fût un très respectable i. Honnête et logique, aussi dur qu'une noix et polie par des siècles d'enseignement et de bonne alimentation. Du fond du cœur, j'admire et je respecte cette i. Mais ici, je me mise à tourner une page ou deux, cherchant ceci ou cela. Le pire de l'affaire, c'est qu'à l'ombre de cette lettre, tout est aussi informe que dans un brouillard. S'agit-il d'un arbre? Non, c'est une femme. Mais son corps n'a pas la moindre ossature, pensais-je, regardant attentivement Phébé, c'était là son nom, traversant la plage. C'est alors qu'Alan se leva et l'ombre d'Alan effaça tout d'un coup Phébé. Car Alan avait des idées, Phébé était étouffé par le flux de ses idées. Et puis Alan, pensais-je, a des passions. Alors je me mis à tourner rapidement les pages du roman car je sentais que la crise approchait, ce qu'elle faisait. Elle éclata sur la plage au beau soleil. Elle eut lieu ouvertement. Elle eut lieu avec énergie. Rien n'eût pu être plus indécent. Mais j'avais dit « mais » trop souvent. On ne peut persister à dire « mais ». Il faut finir sa phrase d'une façon ou d'une autre, me dis-je pleine de reproches. La finirai-je? Mais
j'en ai assez. Mais pourquoi en avais-je assez? En partie à cause de la prédominance de la lettre I et de l'aridité que, comme le hêtre géant, elle provoque là où s'étend son ombre. Rien n'y poussera, et en partie pour quelques raisons plus obscures. Il semblait qu'il y eût quelques obstacles, quelques barrages dans l'esprit de M.A. qui tarissaient la source de son énergie créatrice et la renfermaient dans d'étroites limites. Me souvenant à la fois du déjeuner à Oxbridge et de la cendre de cigarette et du chat sans queue de Tennyson et de Christina Rossetti, je me dis qu'il se pouvait que se trouvât là l'obstacle en question puisque lui ne fredonne plus tout bas. Il est tombé une larme splendide détachée de la fleur passion de la grille. Quand Phébé traverse la plage et qu'elle ne répond plus, mon cœur est comme un oiseau qui chante et dont le nid est sur la jeune branche humide. Quand Alan approche, que lui reste-t-il à faire? Étant honnête comme le jour et logique comme le soleil, il ne lui reste qu'une seule chose à faire. Et cette chose, il l'a fait. Soyons justes. Tant et plus, me dis-je, tournant les pages. Et tant et plus. Ce qui, ajoutai-je, consciente de l'horreur que j'allais confesser, me semble quelque peu monotone. L'indécence de Shakespeare soulève un millier de choses dans l'esprit. Mais ce que Shakespeare fait, il le fait par plaisir. M.A., comme disent les bonnes enfants, le fait exprès. L'indécence est pour lui une protestation. Il proteste contre l'égalité de l'autre sexe en affirmant sa propre supériorité. C'est pourquoi il est gêné, inhibé, préoccupé de son effet, comme l'aurait pu être Shakespeare s'il avait connu Miss Clough et Miss Davis. Sans aucun doute, la littérature élisabéthaine aurait été très différente de ce qu'elle est si le féminisme avait pris naissance au XVIe siècle et non au XIXe siècle. Ce qui résulte de tout cela, si la théorie des deux aspects de l'esprit est valable, c'est que la virilité est maintenant devenue conscience d'elle-même. C'est-à-dire que les hommes maintenant n'écrivent qu'avec le côté mâle de leur cerveau. C'est donc une erreur pour une femme que de lire leurs œuvres, car elle y cherchera inévitablement quelque chose qu'elle n'y trouvera pas. Ce qui manque le plus aux hommes, c'est le pouvoir de suggestion. Pensais-je, prenant en main un volume de M.B., le critique, et lisant avec beaucoup de soin et de respect ses remarques sur l'art de la poésie. Elles étaient très sages, ces remarques, pénétrantes et pleines de science. Mais l'ennui, c'est qu'il n'arrivait pas à communiquer ses sentiments. Son esprit semblait divisé en compartiments séparés et aucun son ne passait de l'un à l'autre. Aussi, quand l'esprit se saisit d'une phrase de M.B., celle-ci tombe-t-elle lourdement au sol, morte. Mais quand l'esprit se saisit d'une phrase de Coleridge, celle-ci éclate et donne naissance à toutes sortes d'autres idées, et c'est là le seul genre d'écrit dont on puisse dire qu'il possède le secret de la vie perpétuelle. Mais quelle que soit la raison de cet état de choses, il est des plus déplorables, car il aboutit au fait que je venais alors de parvenir devant les rayons de livres de M. Galsworthy et de M. Kipling. Quelques-unes des plus belles œuvres de nos plus grands écrivains vivants tombent dans l'oreille de sourds. Quoi qu'elle fasse, une femme ne peut trouver en aucune de ses œuvres cette source de vie éternelle dont le critique assure qu'elle s'y trouve. Ce n'est pas seulement parce que ces œuvres célèbrent les vertus masculines, insistent sur les vertus masculines et décrivent le monde des hommes. C'est surtout parce que l'émotion dont sont imprégnés ces livres est incompréhensible pour une femme. Voilà qui vient, qui se forme, qui va éclater sur notre tête, pensons-nous longtemps avant la fin. Ce tableau va choir sur la tête du père Joliot. Il mourra de ce choc. Le vieil ecclésiastique va dire 2 ou 3 mots d'adieu sur sa tombe et tous les signes de la Tamise se mettront simultanément à faire retentir leur chant. Mais nous nous sauverons avant que toutes ces choses aient lieu et nous nous cacherons parmi les groseilliers, car l'émotion qui, chez un homme, est de nature subtile et très symbolique, bouleverse une femme jusqu'à la stupéfaction. Il en va de même pour les officiers de M. Kipling qui tournent Kazakh, et pour ces semeurs qui sèment le grain, et pour ces hommes qui sont seuls en face de leur œuvre, et pour le drapeau. Nous rougissons de toutes ces majuscules dont, comme s'ils nous
comme si l'on nous surprenait en train de tendre l'oreille à la porte de quelques lieux d'orgie purement masculines. Le fait est que ni M. Galsworthy ni M. Kipling n'ont une étincelle féminine en eux, si bien que toutes leurs qualités semblent à une femme, si l'on peut ainsi généraliser, brute et comme verte. Le pouvoir de suggestion leur fait défaut. Et quand le pouvoir de suggestion fait défaut à un livre, si grande que soit la violence avec laquelle il frappe la surface de l'esprit, il ne peut le pénétrer en profondeur. Alors, dans cette humeur inquiète qui fait prendre des livres, puis les remettre en place sans même les regarder, je me mis à envisager une époque à venir qui serait celle de la virilité pure et qui s'affirme, telles que les lettres de professeurs, prenez par exemple les lettres de Sir Walter Raleigh, semble la présager et telle que les dirigeants de l'Italie sont déjà parvenus à la créer. Car on ne peut guère ne pas être impressionné à Rome par le sens de la virilité à l'état pur. Et quel que soit l'effet de la virilité à l'état pur sur la société, celui qu'elle produit sur l'art de la poésie ne saurait être mis en question. Quoi qu'il en soit, d'après les journaux, une certaine inquiétude régnerait en Italie quant au roman. Une réunion d'académiciens s'est tenue qui avait pour objet d'aider au développement du roman. Des hommes célèbres par leur naissance, leur participation aux finances, à l'industrie ou aux corporations fascistes se sont réunis l'autre jour pour discuter de ce sujet. Puis ils envoyèrent un télégramme au Duce pour exprimer l'espoir que l'ère fasciste donnera bientôt naissance à un poète digne d'elle. Nous pouvons tous adhérer à cette pieuse espérance, mais il est douteux que quelque poésie puisse naître d'une couveuse artificielle. La poésie ne doit pas seulement avoir un père, mais aussi une mère. Il est à craindre que le poète fasciste ne soit un affreux petit avorton tel qu'on peut en voir dans les bocaux de verre des musées provinciaux. Cette sorte de monstre ne vit jamais longtemps, dit-on. On n'a jamais vu ce genre de prodige brouter l'herbe d'un champ. 2 têtes sur un seul corps ne sont pas favorables à la longévité. Néanmoins, la faute de cet état de choses, si l'on désire la rejeter sur quelqu'un, n'incombe pas plus à un sexe qu'à l'autre. Tous les séducteurs, tous les réformateurs en sont responsables. Lady Bessborough, quand elle mentit à Lord Granville, Miss Davis, quand elle dit la vérité à M. Craig. Tous ceux qui ont contribué à créer un état de conscience sexuelle sont à blâmer. Et ce sont eux qui me poussent, quand je veux vraiment m'épanouir en lisant un livre, à rechercher cet épanouissement parmi les œuvres de l'heureuse époque antérieure à Miss Davis et Miss Clough, où l'écrivain faisait un usage égal des 2 aspects de son esprit. Il faut donc retourner à Shakespeare, car Shakespeare fut androgyne, ainsi que Keats, et Sterne, et Cowper, et Lamb, et Coleridge. Shelley, peut-être, était asexué. De même, Wordsworth et Tolstoï. De nos jours, Proust est complètement androgyne, peut-être même un peu trop féminin. Mais ce défaut est trop rare pour qu'on s'en plaigne, puisque sans un certain mélange, l'intelligence semble avoir une trop grande prédominance et les autres facultés de l'esprit se scléroser et devenir infécondes. Cependant, je me consolais en pensant que tout cela n'est peut-être que passager. Beaucoup de ce que j'ai dit pour me conforter à la promesse que je vous fis de vous donner l'enchaînement de mes pensées doit vous sembler démodé. Bien des choses qui mettent une flamme dans mes yeux vous sembleront douteuses, à vous qui n'avez pas encore atteint votre majorité. Quoi qu'il en soit, la première chose que j'aimerais écrire ici, dis-je, traversant la salle pour me rendre auprès du bureau, puis prenant le feuillet qui porte l'entête « Les femmes et le roman », c'est qu'il est néfaste pour celui qui veut écrire de penser à son sexe. Il est néfaste d'être purement un homme ou une femme. Il faut être femme masculin ou homme féminin. Il est néfaste pour une femme de mettre fût-ce le plus petit accent sur une injustice, de plaider même avec raison une cause, d'une manière ou d'une autre de parler sciemment comme une femme. Et néfaste n'est pas une figure de rhétorique, car tout écrit volontairement tendancieux et voué à la mort cesse d'être fécond d'or.
Même si cet écrit semble un jour durant plein de force et fait de main de maître, il doit se faner à la tombée de la nuit et ne pourra croître dans l'esprit d'autrui. L'art de création demande pour s'accomplir qu'ait lieu dans l'esprit une certaine collaboration entre la femme et l'homme. Un certain mariage des contraires doit être consommé. L'esprit tout entier doit s'ouvrir largement et nous devons avoir l'expression que l'écrivain communique son expérience. Nous devons avoir l'impression que l'écrivain communique son expérience avec une plénitude totale. L'art de création exige la liberté et la paix. Aucune roue ne doit grincer, aucune lumière vaciller. Les rideaux doivent être bien tirés. L'écrivain, pensais-je, une fois que son expérience est terminée, doit pouvoir s'abandonner et laisser son esprit célébrer ses noces dans l'obscurité. Il ne faut pas qu'il regarde ce qui se passe ou qu'il pose des questions concernant ce qui se fait. Il doit bien plutôt arracher les pétales d'une rose ou regarder les cygnes doucement se laisser emporter par le fleuve. Et je revis de nouveau le courant qui emporta le canot et le jeune étudiant et les feuilles mortes. Puis le taxi chargea l'homme et la femme, pensais-je, les voyant traverser ensemble la rue, et le courant les entraîna dans ce flot effrayant, pensais-je, entendant au loin les bruits de la circulation londonienne. Et maintenant, voici que Mary Beaton cesse de parler. Elle vous a dit comment elle est parvenue à la conclusion, dépourvue de poésie, qu'il est nécessaire d'avoir 500 livres de rente et une chambre dont la porte est pourvue d'une serrure si l'on veut écrire une œuvre de fiction ou une œuvre poétique. Elle a tenté de vous exposer honnêtement les pensées et les impressions qui l'ont conduite jusqu'à cette idée. Elle vous a demandé de la suivre tandis qu'elle se précipitait dans les bras d'un appariteur, qu'elle déjeunait ici, dînait là, prenait des livres dans un rayon, regardait par la fenêtre. Tandis qu'elle faisait ces choses, vous avez certainement noté ses défauts et ses faiblesses et jugé de leurs répercussions sur ses opinions. Vous l'avez contredite et avez pu ajouter ou retrancher de ce qu'elle disait tout ce que vous vouliez. Tout cela est comme ce doit être, car dans une question de ce genre, la vérité ne peut être atteinte qu'en rassemblant une grande variété d'erreurs. Et je veux terminer en parlant en mon propre nom, pour prévenir deux critiques si évidentes qu'il est impossible que vous ne les fassiez pas. Aucune opinion n'a été exprimée, pouvez-vous dire, quant au mérite respectif des deux sexes en tant qu'écrivains. Il en a été ainsi de propos délibérés, parce que même si le moment était venu de faire une telle évaluation, et il est actuellement beaucoup plus important de savoir de quel argent de poche et de quelle chambre les femmes disposent que de bâtir des théories sur leurs aptitudes, et d'ailleurs, même si le moment de l'affaire était venu, je ne pense pas que les dons, ceux de l'esprit et ceux du caractère, puissent se peser comme le sucre ou le beurre, et cela même à Cambridge où l'on est si expert dans l'art de diviser les gens en classes, de fixer des toques sur leur tête et des lettres après leur nom. Je ne pense pas que même la table des préséances que vous trouverez dans l'almanach de Whitaker représente une classification définitive des valeurs, ou qu'il y ait une raison valable de supposer qu'un commandeur de l'ordre du bain doive, en dernier ressort, entrer dans une salle à manger après un spécialiste des maladies mentales. Toute cette opposition de sexe à sexe, de qualité à qualité, toute cette revendication de supériorité et cette imputation d'infériorité appartiennent à la phase des écoles primaires de l'existence humaine, phase où il y a des camps, et où il est nécessaire pour un camp de battre l'autre et de la plus haute importance de monter sur l'estrade et de recevoir des mains du directeur lui-même une coupe hautement artistique. À mesure que les gens avancent vers la maturité, ils cessent de croire au camp et aux directeurs d'école ou aux coupes hautement artistiques. De toute manière, quand il s'agit de livres, il est notoirement difficile d'étiqueter de façon durable leur mérite. Les comptes rendus de littérature contemporaine ne sont-ils pas une perpétuelle illustration de la difficulté de juger? Ce grand livre, ce livre dépourvu de toute valeur, c'est un même livre qui est ainsi qualifié. Ni louange ni blâme ne signifient rien. Non, quelque délicieux que puisse
être le divertissement que puisse être le divertissement de faire des évaluations, c'est la plus vaine de toutes les occupations et se soumettre aux décisions des distributeurs de bons et de mauvais points, la plus servile des attitudes. Écrivez ce que vous désirez écrire, c'est tout ce qui importe, et nul ne peut prévoir si cela importera pendant des siècles ou pendant des jours. Mais sacrifiez un cheveu de la tête de votre vision, une nuance de sa couleur, par déférence envers quelques maîtres d'école tenant une coupe d'argent à la main ou envers quelques professeurs armés d'un maître, c'est commettre la plus abjecte des trahisons. Et la perte de tous les biens est celle de la chasteté, perte dont on disait jadis qu'elles étaient les plus grands désastres connus des humains. Ne sont que simples piqûres de puce en comparaison. Je pense aussi que vous pouvez me reprocher d'avoir fait la part trop grande aux choses matérielles. Même en accordant une marge généreuse au symbolisme, en admettant que 500 livres de rente représentent la possibilité de méditer et une serrure à la porte, la possibilité de penser dans la solitude, vous pouvez encore me dire que l'esprit devrait s'élever au-dessus de ces contingences et que les grands poètes ont souvent été pauvres. Laissez-moi alors vous citer les mots de votre propre professeur de littérature qui sait mieux que moi ce qui contribue à faire un poète. Sir Arthur Quiller Couch écrit. Écrit. Quels sont les grands noms de la poésie depuis un siècle environ? Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Landor, Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne. Nous pouvons nous arrêter ici. Exception faite de Keats, Browning et Rossetti, ils étaient tous universitaires. Et parmi ces trois derniers, Keats, qui mourut jeune, emporté à la fleur de l'âge, fut le seul qui ne posséda pas une honnête aisance. C'est là une chose qui peut sembler brutale et qui est sûrement triste. La dure réalité veut que la théorie du génie poétique qui souffle où il veut, chez les riches comme chez les pauvres, ne recèle que peu de vérité. La dure réalité veut que sur 12 de ces hommes, 9 fussent universitaires, ce qui veut dire que d'une façon ou d'une autre, ils se procurèrent la meilleure éducation que l'Angleterre puisse donner. Venons-en aux trois autres. La dure réalité veut que Browning, comme vous le savez, ait été riche. Et je vous certifie que s'il n'avait pas été dans l'aisance, il ne serait pas parvenu à écrire Sol ou L'Anneau et le Livre. Et Ruskin ne serait point parvenu à écrire les peintres modernes si son père n'avait pas réussi dans les affaires. Quant à Rossetti, il avait un petit revenu personnel et de plus faisait de la peinture. Reste Keats, qu'Atropos fit mourir jeune encore, comme elle fit mourir John Clare dans un asile d'aliénés et James Thomson avec le laudanum qu'il prit pour endormir ses déceptions. Ce sont là des faits terribles, mais regardons-les en face. Il est certain, bien que ce soit déshonorant pour nous comme nation, que par suite de quelques défauts dans notre communauté, le poète pauvre n'a pas de nos jours et n'a pas eu depuis 200 ans la moindre chance de réussite. Croyez-moi, moi qui ai passé le plus clair de 10 années à étudier 320 écoles élémentaires environ, nous pouvons discourir sur la démocratie, mais à l'heure actuelle, un enfant pauvre en Angleterre n'a guère plus d'espoir que n'en avait le fils d'un esclave à Athènes de parvenir à une émancipation qui lui permette de connaître cette liberté intellectuelle qui est à l'origine des grandes œuvres. Nul n'aurait pu poser la question plus franchement. Le poète pauvre n'a pas de nos jours et n'a pas eu depuis 200 ans la moindre chance de réussite. Un enfant pauvre en Angleterre n'a guère plus d'espoir que n'en avait le fils d'un esclave à Athènes de parvenir à une émancipation qui lui permette de connaître cette liberté intellectuelle qui est à l'origine des grandes œuvres. C'est cela même. La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours été pauvres. Et cela non seulement depuis 200 ans, mais depuis le commencement des temps. Les femmes ont eu moins de liberté intellectuelle que les fils des esclaves athéniens. Les femmes n'ont donc pas eu la moindre chance de pouvoir écrire des poèmes. Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur l'argent et sur une chambre à soi. Cependant, grâce aux efforts de ces
humbles femmes de jadis, de ces femmes dont je voudrais savoir davantage, grâce, c'est assez étrange, à deux guerres, la guerre de Crimée qui fit sortir Florence Nightingale de son salon et la Grande Guerre, 60 ans plus tard, qui ouvrit les portes à l'anglaise moyenne, ces mots sont en train de s'atténuer. Sinon, vous ne seriez pas ici ce soir et votre possibilité de gagner 500 livres par an, qui est encore, j'en ai peur, bien incertaine, serait plus faible encore. Mais pouvez-vous m'objecter? Pourquoi attachez-vous une si grande importance au fait que les femmes puissent écrire des livres quand, selon vous, écrire exige tant d'efforts, mène peut-être au meurtre de sa propre tante et presque sûrement à être en retard pour le déjeuner et peut aboutir à de sérieuses disputes avec de très braves gens? Mes mobiles, permettez-moi de l'admettre, sont en partie égoïstes. Comme la plupart des Anglaises, dépourvues d'instruction, j'aime lire. J'aime lire en gros. Dernièrement, mon régime est devenu un peu monotone. L'histoire s'occupe trop de guerre, la biographie trop des grands hommes. La poésie a montré, me semble-t-il, une tendance à la stérilité et le roman, mais je vous ai suffisamment révélé mon incapacité en tant que critique du roman moderne et ne veux plus aborder ce sujet. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'écrire des livres de tout genre sans hésiter devant aucun sujet. C'est pourquoi je voudrais vous demander Je redis la phrase. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'écrire des livres de tout genre sans hésiter devant aucun sujet, quelle qu'en soit la banalité ou l'étendue. J'espère que, d'une façon ou d'une autre, vous avez en votre possession assez d'argent pour voyager et pour vivre dans l'oisiveté, pour contempler l'avenir et le passé du monde, pour rêvasser sur des livres et musarder au coin des rues et laisser la ligne de la pensée s'enfoncer profondément dans l'eau du fleuve. Toute la famille. Mais non, deux pour le prix. c'est pas grave, ils sont très beaux. J'espère que c'est pas un live. Non, il n'y a pas de souci. Okay. Merci beaucoup. C'est qu'ils ont le chétan là tous les deux. Oh là, je sens la cata. Non. Ok, je vais les attirer. Van, Emma. Alors, pardon, j'en étais où? Ouais. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire par laisser place à l'imprévu dans les vidéos. C'est très bien. Quelle qu'en soit la... Je vais donc reprendre cette phrase. J'espère que d'une façon ou d'une autre, vous avez en votre possession assez d'argent pour voyager, pour vivre dans l'oisiveté, pour contempler l'avenir et le passé du monde, pour rêvasser sur des livres et musarder au coin des rues et laisser la ligne de la pensée s'enfoncer profondément dans l'autre du fleuve. Car je ne vous confie nullement dans le roman. Si vous vouliez me faire plaisir, à moi et à des milliers de mes semblables, vous écririez des livres de voyage et d'aventure, de recherche et d'érudition, d'histoire et de biographie, de critique et de philosophie et de science. Et ce faisant, vous enrichiriez l'art de la fiction. Car les livres s'influencent, pour ainsi dire réciproquement. Se trouver en tête-à-tête avec la poésie et la philosophie rendra la fiction meilleure. De plus, si vous regardez attentivement l'une des grandes figures du passé, Sappho, Lady Murasaki, Émilie Brontë, vous verrez qu'elle est en même temps héritière et pionnière, et qu'elle est venue au monde parce que les femmes étaient parvenues à l'habitude d'écrire naturellement, de sorte que toute activité littéraire, même en tant que prélude à la poésie, serait inestimablement précieuse pour vous. Mais quand je fais un retour en arrière à travers mes notes et opère la critique de mes propres pensées, telles que je les ai conçues, je trouve que mes mobiles ne sont pas complètement égoïstes. À travers mes commentaires et mes digressions court la conviction, ou s'agit-il d'un instinct, que les bons livres sont choses désirables et que les écrivains, quand bien même ils montrent toutes les variétés de perversions humaines, n'en sont pas moins de bons êtres humains.
Ainsi, quand je vous demande d'écrire plus de livres, je vous pousse à faire ce qui sera un bien pour vous et un bien pour le monde en général. Je ne sais comment justifier cet instinct ou cette conviction, car les mots philosophiques, si l'on n'a pas une formation universitaire, peuvent vous jouer des tours. Qu'entend-on par réalité? Cela semble être quelque chose de très changeant sur quoi on ne peut compter, que tantôt on trouve sur une route poussiéreuse, tantôt sur un morceau de journal, dans la rue, qui parfois est une jonquille au soleil. La vérité projette sa lumière sur un groupe dans une pièce ou marque quelques propos passagers. Elle se précipite sur vous, tandis que sous un ciel étoilé, vous rentrez à la maison et transforme le monde du silence en quelque chose de plus réel que le monde des paroles. Et puis la voici de nouveau dans un omnibus dans le vacarme de Piccadilly. Parfois aussi, elle se fige en des formes trop éloignées pour que nous puissions discerner quelle est leur nature. Mais tout ce qu'elle touche, elle le rend stable et permanent. C'est là ce qui demeure quand la peau du jour a été jetée dans la haie. C'est là ce qui reste du passé et de nos amours et de nos haines. Or, l'écrivain, me semble-t-il, a la chance de vivre, plus que tout autre, en présence de cette réalité. C'est son rôle de la découvrir, de la rassembler et de la communiquer. C'est du moins ce que je conclus de la lecture du Roi Lear ou de Madame Bovary ou de la recherche du temps perdu. Car la lecture de ces livres semble accomplir sur les sens une curieuse et invisible opération. Il semble qu'on voit avec plus d'intensité, après les avoir lus, que le monde a été dépouillé de son enveloppe, doué d'une vie plus intense. Ceux qui vivent en inimitié avec ce qui n'est pas réel sont enviables et ceux-là sont à plaindre sur qui tombe soudain la chose faite sans qu'ils y aient participé et sans qu'ils y aient pris garde. De sorte que, lorsque je vous demande de gagner de l'argent et d'avoir une chambre à vous, je vous demande de vivre en présence de la réalité, une vie vivifiante, semble-t-il, que vous puissiez la communiquer ou non. Je voudrais m'arrêter ici, mais la tradition a décrété qu'un discours doit s'achever par une péroraison. Et une péroraison faite à des femmes devrait avoir quelque chose, vous en conviendrez, qui élève et qui ennoblisse tout particulièrement. Je devrais vous supplier de penser à vos responsabilités, de vous élever, de faire une plus grande part aux choses de l'esprit. Je devrais vous rappeler combien on compte sur vous et quelle influence vous pouvez exercer sur l'avenir. Mais je pense que ces exhortations peuvent être laissées sans danger à l'autre sexe qui les exprimera et qui les a d'ailleurs exprimées avec beaucoup plus d'éloquence que je ne puis le faire. Quand je fouille dans mon esprit, je ne trouve pas de nobles sentiments à vous donner concernant le fait d'être des compagnes, des égales, et celui de diriger grâce à votre influence le monde vers des fins plus hautes. Je me trouve en train de dire d'une façon concise et prosaïque qu'il est beaucoup plus important d'être soi-même que quoi que ce soit d'autre. Ne songez pas à influencer les autres. Voilà ce que j'aimerais vous dire si je savais comment donner à ces mots une sonorité exaltante. Pensez aux choses en elles-mêmes. Et de nouveau, je me souvins, en me plongeant dans les journaux et les romans et les biographies, que lorsqu'une femme parle aux femmes, il faut qu'elle tienne quelque chose de très désagréable en réserve. Les femmes sont dures envers les femmes. Les femmes n'aiment pas les femmes. Les femmes, mais n'êtes-vous pas là jusqu'à l'écœurement de ce mot? Je puis vous garantir que je le suis, moi. Convenons donc qu'une conférence faite par une femme à des femmes devrait se terminer sur quelque chose de particulièrement désagréable. Mais comment faire? Que puis-je penser des femmes? La vérité, c'est que souvent, j'aime les femmes. J'aime leur absence de convention, j'aime leur intégralité, j'aime leur anonymat, mais il ne faut pas que je continue dans cette voie. Ce placard là-bas, vous me dites qu'il ne contient que des serviettes de table bien propres. Mais que diriez-vous si Sir Archibald Bodkin y était dissimulé? Laissez-moi prendre un ton plus sévère. Vous ai-je, dans ce qui précède, suffisamment communiqué les avertissements et la réprobation des hommes? Je vous ai dit la très piètre opinion dans laquelle vous tenez M. Oscar Browning.
Je vous ai indiqué ce que Napoléon autrefois pensait de vous et ce que Mussolini en pense aujourd'hui. Puis, pour le cas où quelques-unes d'entre vous aspireraient à écrire des romans, j'ai recopié, afin que vous en fassiez votre profit, les conseils des critiques sur la nécessité de reconnaître courageusement les imperfections de votre sexe. J'ai fait mention du professeur X et mis en valeur sa déclaration. Les femmes sont intellectuellement, moralement et physiquement inférieures aux hommes. Je vous ai transmis tout ce que le hasard a mis sur mon chemin et voici un avertissement final qui provient de M. John Langdon Davis. M. John Langdon Davis prévient les femmes que lorsque les enfants cesseront d'être désirés, les femmes cesseront en même temps d'être nécessaires. J'espère que vous prendrez cela en note. Comment puis-je encore vous encourager à vous plonger au cœur même de la vie ? Jeune femme, dirais-je volontiers, et veuillez être attentive car voici la péroraison qui commence. Vous êtes, à mon avis, d'une honteuse ignorance. Vous n'avez jamais ébranlé l'Empire ou mené une armée à la bataille. Les pièces de Shakespeare ne furent pas écrites par vous et vous n'avez jamais initié une race barbare aux bienfaits de la civilisation. Quelle est votre excuse ? Certes, il vous est facile de dire, montrant les rues et les squares et les forêts du globe, fourmillant d'habitants noirs, blancs ou café au lait et qui tous participent activement aux affaires, aux aventures et aux histoires amoureuses. Nous avons eu bien autre chose à faire. Sans nous, ces mers n'auraient pas connu la navigation et ces terres fertiles seraient désertes. Nous avons porté et mis au monde, lavé et instruit jusque vers leur 6e ou 7e année ces êtres humains qui, au nombre d'1,632 milliard, si l'on en croit les statistiques, existent actuellement, ce qui, même en admettant que certaines d'entre nous aient pu être aidées dans cette tâche, prend un certain temps. Il y a du vrai dans ce que vous dites, je ne veux pas le nier. Mais en même temps, permettez-moi de vous rappeler que 2 collèges pour femmes au moins fonctionnent depuis l'an 1866, qu'après l'année 1880, les femmes mariées furent autorisées à posséder des biens en propre et qu'en 1919, c'est-à-dire il y a 9 ans, on leur donna le droit de vote. C'était un peu plus tard en France et en Suisse encore plus. Et encore plus dans d'autres endroits. Puis-je aussi vous rappeler que la plupart des professions ne nous ont été accessibles que depuis 10 ans à peine ? Quand vous réfléchissez à l'immensité de ces privilèges et au temps écoulé depuis lequel les femmes en ont la jouissance, et au fait qu'il doit exister en ce moment 2000 femmes environ capables de gagner plus de 500 livres par an d'une façon ou d'une autre, vous conviendrez que l'excuse du manque d'occasion, d'encouragement, de loisirs, d'instruction et d'argent n'est plus valable. Ajoutons que les économistes nous disent que Madame Seton a eu trop d'enfants. Vous devez bien entendu continuer à avoir des enfants, mais, nous disent-ils, par unité et non par douzaine. Donc, avec un peu de temps devant vous et avec quelque instruction livresque dans votre cerveau, car vous avez eu votre content de l'autre instruction et je soupçonne que si l'on vous envoie à l'école, c'est en partie pour que vous oubliez ce que vous savez, vous devez pouvoir vous embarquer pour une autre étape de votre très longue, très pénible et très obscure carrière. 1000 plumes sont prêtes à vous suggérer ce que vous devriez faire et les résultats auxquels vous pourrez atteindre. Ma suggestion à moi est un peu baroque, je l'admets. Je préfère par conséquent lui donner la forme de la fiction. Je vous ai dit au cours de cette conférence que Shakespeare avait une sœur. Mais n'allez pas à sa recherche dans la vie du poète écrite par Sir Sidney Lee. Cette sœur de Shakespeare mourut jeune. Hélas, elle n'écrivit jamais le moindre mot. Elle est enterrée là où les omnibus s'arrêtent aujourd'hui, en face de l'Elephant and Castle. Or, j'ai la conviction que cette poétesse, qui n'a jamais écrit un mot et qui fut enterrée à ce carrefour, vit encore. Elle vit en vous et en moi, et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit, car les grands poètes ne meurent pas, ils sont des présences éternelles. Ils attendent seulement l'occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. Cette occasion, je le crois, il est à présent en votre pouvoir de la donner à la sœur de Shakespeare,
Car voici ma conviction, si nous vivons encore un siècle environ, je parle ici de la vie qui est réelle et non pas de ces petites vies séparées que nous vivons en tant qu'individus et que nous ayons toutes 500 livres de rente et des chambres qui soient à nous seuls, si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous parvenons à échapper un peu au salon commun et à voir les humains non pas seulement dans leurs rapports les uns avec les autres, mais dans leurs relations avec la réalité, et aussi le ciel et les arbres et le reste en fonction de ce qu'ils sont, si nous parvenons à regarder plus loin que le croque-mitaine de Milton, car aucun être humain, si nous ne reculons pas devant le fait, car c'est bien là un fait, qu'il n'y a aucun bras auquel nous accrocher et que nous marchons seuls et que nous sommes en relation avec le monde de la réalité et non seulement avec le monde des hommes et des femmes, alors l'occasion se présentera pour la poétesse morte qui était la sœur de Shakespeare de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a si souvent fallu renoncer. Tirant sa vie de la vie des inconnus qui furent ses devancières, ainsi qu'avant elle le fit son frère, elle naîtra enfin. Mais il ne faut pas, car cela ne saurait être, nous attendre à sa venue sans effort, sans préparation de notre part, sans que nous soyons résolus à lui offrir, à sa nouvelle naissance, la possibilité de vivre et d'écrire. Mais je vous assure qu'elle viendrait si nous travaillions pour elle et que travailler ainsi, même dans la pauvreté et dans l'obscurité, est chose qui vaut la peine. Et c'est la fin d'une chambre à soi de Virginia Woolf. Voilà, je suis parvenue au bout de la lecture. Je ne sais pas encore si je vais publier cette vidéo très interrompue. Je ne sais pas ce que donne le son parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Sans compter de la lumière et les ombres. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas me prétendre cinéaste sur ces vidéos non plus. Bien. Essayez de trouver le calme. Je fermais les yeux, j'écoutais le vent et après j'ai entendu les moteurs et les sirènes. Et pourtant il y a quelque chose de paisible. Je ne sais pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Là, je commence à partir plus loin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était une lecture très intéressante, toujours trop présente peut-être, trop... Voilà, les mots m'échappent. Je ne suis pas prête à m'exprimer encore. J'ai plus de facilité à lire qu'à parler, visiblement. Bien, je vous remercie infiniment. Je dis des bêtises. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une autre lecture. Il s'agira de... J'ai un doute sur le prénom, comme vous commencez à me connaître, moi et les noms, c'est pas tout à fait ça. Marcel Sauvageau, je crois que c'est Marcel Sauvageau. Mais ce sera la prochaine lecture. Voilà, je vous remercie infiniment en tout cas et à très bientôt.